Actualité aujourd'hui, Eric. Nous avons une belle actualité aujourd'hui à traiter. Tout à fait, puisque le Sénat recevant le roi d'Angleterre et ayant connu une période d'élection partielle ne s'est pas emparé du projet de loi ni partage de la valeur début septembre comme il était initialement prévu. Donc ce sera début octobre et nous espérons que la loi sera promulguée rapidement, en tout état de cause, au plus tard la première quinzaine de novembre. Et nous avons construit, en accord avec ECF, Bruno et moi, cette présentation pour vous sensibiliser justement à l'approche et à saisir les opportunités que peuvent représenter pour vos cabinets, pour vos clients, ces évolutions réglementaires. Exactement. On parlera très peu d'outils en fait, on va tout de suite le dire. On parlera surtout de l'approche, du ciblage et de comment construire une lettre de mission. On regardera ensemble deux cas assez différents, même diamétralement opposés, pour effectivement en fonction de la méthodologie qu'on aura partagée auparavant, quelles ont été les préconisations et quelles ont été les mises en place. Donc, vous avez un module de chat, hein, nous sommes tous les deux, pardon, Bruno et moi, co-animateurs, tout simplement pour eh bien, nous permettre de regarder tout au long de notre intervention vos questions, soit d'y répondre par écrit de manière collective pour l'ensemble des participants, soit individuelle, soit d'y répondre à l'oral pendant le déroulé de notre webinaire. Exactement. On va Bruno, il est diffuser. 14h30. Je te propose, eu égard aux personnes qui étaient connectées dès 14h15, je te propose de démarrer et je te propose de te présenter. Écoute, merci Eric. Merci également à l'ECF de cette invitation. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, Bruno Laurenceau, j'accompagne donc les partenaires experts comptables CGP et courtiers sur la belle région d'Île-de-France, notamment sur les dispositifs de partage de la valeur, partage du profit. Donc, on va parler d'intéressement, de participation. J'ai vu dans tes slides d'intéressement de projets également, de plan d'épargne, de PER collectif. Et donc, ça fait 18 ans que j'ai la chance d'être dans ce domaine d'activité qui nous passionne tous, et la retraite en général. Merci Bruno. Éric Pido. Je suis donc l'homologue de Bruno, mais sur une région plus au sud et un peu plus à gauche, puisqu'il s'agit de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis basé à Bordeaux. Et j'ai également le plaisir d'animer le marché des métiers d'expertise comptable et d'être en relation régulièrement avec vous à travers le club social des experts comptables dont RS est membre, mais également à travers différentes manifestations qui peuvent être organisées soit par l'ordre, soit par l'ordre régional Île-de-France, soit par vos syndicats professionnels, comme ce webinaire ECF que nous avons le plaisir d'avoir construit et animé spécialement pour vous avec Bruno. Bruno, peux-tu nous donner en quelques mots l'ADN d'RS, s'il te plaît? Alors, l'ADN DRS, comme je disais tout à l'heure, donc société de passionnés, on a un groupe de 150 personnes, tous animés par une volonté, partager le profit, partager la valeur, et donc c'est l'ADN d'RS. À l'origine, RS est issu d'une société de conseil, donc nous avons la maîtrise et la compétence sur les métiers qui relèvent de tout ce qui est conseil, accord d'entreprise, accord d'intéressement. Nous sommes aussi une école de formation. Ce qui nous intéresse et ce qui nous anime, j'ai envie de dire, c'est surtout de satisfaire le client, comme généralement les professionnels du chiffre. Donc, en deux mots, 28 000 entreprises clientes à ce jour chez RS. Nous adressons la TPE du coin, la blanchisserie, comme à des sociétés beaucoup plus importantes. Et surtout, on intervient en direct sur ces sociétés que l'on voit avec des logos
assez connu, reconnu. Et aussi, on accompagne surtout les partenaires experts comptables, notamment pour le partage de la valeur et le partage du profit. C'est tout à fait exact, Bruno. Nous sommes fiers en cette année de participation au palmarès du chiffre, d'avoir eu pendant 6 ans la médaille d'or sur ces 7 années et une année la médaille d'argent. Donc, merci à vous qui reconnaissez l'expertise d'ERES et son accompagnement, tant en tant cabinet qu'auprès de votre clientèle. On essaie de réfléchir en fait aux solutions qui peuvent être les plus pertinentes à la fois pour asseoir l'image de l'expert comptable et la position de l'expert comptable chez son client comme incontournable dans tout ce qui est mesure de la valeur, distribution et partage de la valeur, qui est quasiment le titre du projet de loi qui nous intéresse. Et à cet égard, nous ne nous interdisons, n'ayant aucun conflit d'intérêt, puisque nous sommes ni établissement bancaire ni compagnie d'assurance, nous ne nous interdisons aucune priorité donnée à un produit individuel par rapport à un produit collectif. Ce qui compte, c'est l'intérêt premier du client et sur le long terme, puisqu'on se pose en spécialiste de l'épargne longue. Donc voilà en quelques mots, avec Bruno et moi, le partage de l'ADN d'ERES. Alors, le sommaire qui va nous intéresser, Bruno, je te propose de nous faire un point sur l'ANI, où est-ce qu'on est, les principaux contenus. Ensuite, nous alternerons avec Bruno sur la gestion et l'exploitation de la data comptable au sens large du terme, hein, puisque le bilan RSE, aujourd'hui, c'est aussi des données que l'on peut avoir en cabinet d'expertise comptable. La donnée sociale, c'est un grand classique dans les cabinets de manier, de constituer la donnée sociale et les extracts liés à la donnée sociale. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la connaissance qu'on a de l'entreprise, du dirigeant, quel est le contexte de l'entreprise, quelles sont les volontés du dirigeant, où veut-il emmener son entreprise, où veut-il emmener son projet initial. Et ces éléments-là pourront dimensionner, voire permettre de hiérarchiser des dispositifs de partage de valeur ou des paramètres de certains dispositifs les uns avec les autres. Enfin, quelques cas d'application, une conclusion et il sera 15h30 ou peut-être un petit peu avant. Donc voilà le programme Exactement. de l'heure jusqu'à 15h30 qui nous attend. Tout de suite, levons le voile sur le parcours législatif simplifié de la loi ANI partage de la valeur. Donc le contenu, où est-ce que nous en sommes, Bruno? Après un petit Exactement. rappel de ce marché, que pouvons-nous dire? Très important. Alors, juste pour rappel, hein, vous disposez, je vois qu'il y a beaucoup d'arrivants qui sont arrivés depuis, vous disposez d'un module de questions-réponses en bas de votre écran. Donc, nous vous invitons à poser vos questions pour que ce soit le plus interactif possible. Eric ou moi répondrons à vos questions en direct et pour celles et ceux pour lesquels nous n'avons pas eu le temps de répondre, nous nous engageons à répondre par écrit. Il y a déjà une question, Eric, c'est est-ce que le webinaire est enregistré ou Oui. pas? Ok, parfait. Donc, nous avons répondu à toutes les questions. Très important, pourquoi ce dispositif de partage de la valeur? Pourquoi cet accord national interprofessionnel? On l'attendait de longue date, j'ai envie de dire. Donc, dans les sociétés de plus de 50 salariés, la participation, elle est obligatoire si le seuil a été franchi pendant 5 ans consécutifs. Donc, dans les sociétés de plus de 50 salariés, finalement, nous sommes dans un taux d'équipement proche des 80%. À l'inverse, dans les sociétés de moins de 50 salariés, nous sommes sur un taux d'équipement de moins de 20%. Donc, l'idée du législateur, c'est d'encourager le dispositif de partage de la valeur dans ces TPE, dans ces PME. Elles ont des avantages notamment indéniables à s'équiper. On a une suppression du forfait social dans les structures de moins de 50 salariés sur l'ensemble des flux d'épargne salariale. Donc, on va parler d'intéressement, de participation et d'abondement. Donc, on arrive à un taux d'efficacité de 90%. Et surtout, ces sociétés, donc ce qu'on veut, c'est développer le tissu économique français dans les TPE, les PME pour gagner notamment
en attractivité. 52,8% des salariés ont accès à un des dispositifs, mais on le voit, dans les sociétés de plus de 1000 personnes, on est un taux d'équipement de 80%. Donc, plus je me rapproche de la TPE, plus j'ai un taux d'équipement très faible. Donc, c'est ça les enjeux de cet accord national interprofessionnel, diffuser le partage du profit au sein, j'ai envie de dire, de toutes les tailles d'entreprise. Eric, notre petit contenu de cet accord national interprofessionnel, s'il te plaît. Il arrive. Fin 2022, donc le gouvernement missionne les organisations syndicales. Donc, nous avons un dispositif d'accord national interprofessionnel qui a été signé donc en février 2023. Il a été signé par toutes les organisations syndicales et patronales, à l'exception de la CGT. La promesse du gouvernement, c'est de retranscrire fidèlement tout ce qui a été inscrit dans cet accord national interprofessionnel. À noter qu'à l'origine, c'était pour une mise en application au 1er janvier 2025. Au cours de cet été, les débats parlementaires ont avancé le dispositif. Si tout va bien, on va sur une obligation qui va naître au 1er janvier 2024. Donc, autant dire qu'on arrive vraiment sur un dispositif qui va être demain très demandé par les entreprises. Quelles sont les entreprises qui sont éligibles et j'ai envie de dire quelles sont les entreprises qui rentrent dans cette obligation? On est dans les entreprises qui comptent plus de 11 salariés, donc on est entre 11 et 49 salariés, non équipés d'un dispositif de partage de la valeur et du profit. Les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal qui est supérieur, qui a augmenté de 1% du CA pendant 3 ans consécutifs, donc vont être dans l'obligation de mettre en place ce dispositif. On parle de participation, d'intéressement ou d'abondement et aussi de la fameuse prime de partage de la valeur. Il n'y aura pas de montant minimum, donc vous allez être forcément sollicité par vos clients et c'est une mesure expérimentale sur 5 ans. J'ai quand même envie de dire qu'il y a de fortes chances qu'elle soit reconduite. Voilà ce que contient le projet de loi qui a bien avancé notamment pendant cet été. Il y a un petit retard à l'allumage, comme l'expliquait Eric tout à l'heure, donc c'est le renouvellement du Sénat qui vient repousser un petit peu les débats, donc on va plutôt atterrir au mois d'octobre. Parfait, Bruno. Merci. Alors, le sujet qui nous intéresse étant défini, donc nous vous proposons d'aller directement sur la data disponible et comment on va la gérer, l'exploiter. Il nous semble que l'exploitation de cette data, à la fois comptable, RSE, sociale, épargne salariale, est vraiment un mix qui vous permettra d'être hyper pertinent auprès de vos clients pour évoquer une mission partage de valeur, pour évoquer un projet partage de la valeur. Le partage de la valeur, c'est un marqueur fort. C'est le témoignage d'une entreprise saine. C'est aussi le témoignage d'une marque employeur qui a une force et qui peut séduire lors de recrutement de nouveaux talents dans l'entreprise ou pour conserver les talents qui sont dans l'entreprise. Donc, quelle data privilégier? Quelle méthodologie pour l'analyser? Comment structurer la propale? L'objectif étant derrière de produire, donc soit au sein du cabinet, soit en interprofessionnalité avec des experts en partage de valeur, comme le réseau des partenaires RX, conseillers en gestion de patrimoine indépendant ou courtier, afin de dimensionner le bon scénario, un scénario pour nous étant constitué de plusieurs dispositifs, de plusieurs outils partageant la valeur. Alors, il nous a semblé assez pertinent de repartir de la segmentation par l'effectif avec le projet ANI Partage de la valeur, puisque finalement, on va se retrouver sur deux catégories d'entreprises, les plus de 50 d'une part
et les 11 à moins de 50 d'autre part, avec une obligation légale, certes différente, avec des modalités d'adoption dans l'entreprise qui pourront légèrement différer, mais cette notion d'obligation légale, donc est-ce que mon client souhaite juste se conformer à l'obligation légale, auquel cas on est sur une mise en place de dispositifs à minima pour respecter l'obligation légale, ou mon client souhaite-t-il aller au-delà de l'obligation légale et plutôt dans quelle direction? Et là, on va voir que le mix entre la data en cabinet et les volontés du dirigeant, le cadre de référence de l'entreprise, prend tout son sens. L'autre segment, c'est les moins de 11 salariés. Là, il n'y a aucune obligation à ce jour, donc on est vraiment focus sur les volontés du mandataire social, avec souvent des profils assez simples d'entreprise et des scénarios qui sont parfois monoproduits pour un déploiement de dispositifs de partage de valeur dans ces entreprises. Du coup, quels sont les fameux critères d'éligibilité? C'est vrai que dans une entreprise de plus de 50, si même pour assurer le minima en termes d'obligations légales, faut qu'il y ait une participation légale à distribuer. Donc, si j'ai pas un résultat fiscal qui est supérieur à 5% des fonds propres, il n'y a pas d'urgence à mettre en place des dispositifs de partage de profit, puisqu'ils ne serviront à rien, ils ne seront pas utilisés, sauf si c'est un élément qui permet de rasséréner le climat social dans l'entreprise. Rappelons que lorsqu'une entreprise de plus de 50 détient un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne entreprise, le fameux plan d'épargne bloqué 5 ans et obligatoire pour recueillir les flux des dispositifs de participation. Lorsque ce plan d'épargne est détenu depuis plus de 3 ans par l'entreprise, elle doit ouvrir des négociations pour la mise en place d'un dispositif de retraite collectif pour l'ensemble des salariés. Entre 11 et 50, Bruno l'a rappelé, donc l'indicateur, c'est ce fameux ratio, tel que le projet de loi actuel est rédigé. Il conviendra évidemment d'attendre sa promulgation pour voir si c'est toujours le même ratio qui demeure. En tout état de cause, avec l'amendement Marguerite, dès les clôtures de compte 2023 sur 2024, il conviendra d'examiner ce ratio pour pouvoir d'ores et déjà savoir si ce client a une obligation ou n'a pas d'obligation. Le client ayant bien entendu entre 11 et 50 salariés. Pour ces deux typologies d'entreprises, dès lors que l'on souhaite mettre en place un dispositif de partage de valeur, il convient impérativement d'être à jour de ces obligations de représentation du personnel. Vous aurez noté cet été que le PV de carence s'établit dorénavant après la tenue du second tour. Donc, on doit vraiment tenir un second tour des élections de représentants du personnel et ensuite, soit on a l'élection d'un CSE, soit effectivement, on a un PV de carence. Donc, attention à cette obligation réglementaire qui figure dans le Code du travail. Si elle n'est pas respectée, la sanction est assez violente, puisqu'en cas de contrôle, et c'est assez simple à contrôler, les sommes qui seraient versées au titre de l'application de dispositifs de partage du profit ne seraient plus exonérées de cotisations sociales. Donc, ça peut vite coûter un peu cher. Enfin, dans les moins de 11 salariés, les critères d'éligibilité, c'est à la fois la présence d'un salarié qui va permettre à l'entreprise de se doter d'un dispositif ou de plusieurs dispositifs de partage de la valeur, et afin que le mandataire social soit bénéficiaire également, il conviendra de respecter plusieurs critères, notamment un historique d'emploi sur l'entreprise et la présence d'un salarié au jour du versement du mandataire social. Bien entendu, sur les entreprises de moins de 11 salariés, nous sommes dans des entreprises qui sont rentables, qui ont de la trésorerie, puisque l'issue de toute application d'un dispositif de partage de valeur, ce sera de verser aux bénéficiaires des sommes, soit directement, soit sur un compte à leur nom à l'intérieur d'un plan d'épargne salariale, un plan d'épargne salariale à 5 ans, ou un plan d'épargne retraite. Donc, cette data, comment allons-nous la compiler? En fait, les deux lignes qui vont nous être utiles vont être d'une part l'existant, l'audit de ce qui se fait aujourd'hui,
en partage du valeur. Est-ce que nous avons un avantage acquis, par exemple? Auquel cas, ça a certaines conséquences. Et quels sont surtout les éléments qui peuvent caractériser la situation cible vers laquelle le dirigeant et l'actionnaire souhaitent aller. Donc, à partir des éléments quanti, on va rajouter la vision qualitative liée au contexte de l'entreprise, aux volontés du dirigeant. Et puis, très naturellement, eh bien, on mesurera les gains attendus. L'enveloppe d'épargne salariale versus de la rémunération, l'enveloppe d'épargne salariale versus du dividende, quels sont les leviers que permet la mise en place de ce scénario de partage de valeur par rapport à des dispositifs ultra classiques, mais ultra chargés, voire ultra chargés et fiscalisés. Je me Oui, Bruno. permettrais d'ajouter un point, c'est qu'effectivement, vous disposez donc de vos clients, de l'ensemble de la data, vous disposez de la masse salariale. On peut facilement définir quel est le montant maximum qu'on va pouvoir distribuer au travers d'un accord d'intéressement, donc qui est plafonné à 20% de la masse salariale, y compris la rémunération des mandataires sociaux s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires des dispositifs, mais jusqu'à 250 salariés, on va prévoir, j'ai envie de dire, qu'ils soient bénéficiaires automatiquement. Et avec la participation, donc on va pouvoir verser notamment jusqu'à la moitié du résultat net comptable ou 100% du bénéfice net comptable, moins 5% de capitaux propres. Donc, on dispose effectivement de tous les éléments quantifiables, qualitatifs, tout ce qui est extra-financier par ailleurs, et je crois que tu vas déployer une démarche RSE quelques instants. Et on va aussi pouvoir définir ensemble quel est, selon la générosité, j'ai envie de dire, du chef d'entreprise et aussi de la volonté d'attirer et fidéliser les collaborateurs, d'un montant d'enveloppe maximum qu'on va pouvoir optimiser au travers de la rémunération par les dispositifs de partage du profit. Merci Bruno. Basculons vers la dimension RSE. Depuis le congrès de Paris qui était l'année dernière de mémoire, on voit une réelle attente de la part des clients, entreprises de moins de 250, voire de moins de 50 salariés, sur l'appui de leur expert comptable dans le cadre de la mise en place de l'application d'un référentiel RSE. Bien entendu, lorsqu'un référentiel RSE est déployé dans l'entreprise ou qu'il va l'être, c'est un élément sur lequel nous nous appuyons avec vos confrères et consoeurs et avec la direction de l'entreprise pour inclure à l'intérieur du dispositif de partage de valeur des items qui ont trait au référentiel RSE que l'entreprise a ou dont elle souhaite se doter. N'oublions pas qu'il y a au moins un plus petit dénominateur commun dans ces référentiels RSE, c'est celui qui s'affiche. La gestion financière de l'épargne salariale, on verra que le projet de loi AMI partage de valeur prévoit quelque chose, mais il est vrai qu'aujourd'hui, toute entreprise qui a un dispositif d'épargne salariale peut d'ores et déjà sélectionner des partenaires, des gestionnaires financiers de l'épargne salariale qui ont une offre en fonds éthiques, en fonds labellisés ISR, en fonds éventuellement redistributifs auprès d'associations d'une partie de la performance financière dégagée par le fonds, ou au fond labellisés acteurs de la transition éthique. Donc, ce sont des éléments tout simples, mais qui déjà concourent à une première brique associant le partage de la valeur avec les impératifs RSE. RSE, l'entreprise est bien entendu moteur, mais une fois le cadre, le plan RSE défini et appliqué, sont indissociables les parties prenantes suivantes dans l'entreprise pour gager de la réussite du plan. C'est bien entendu le capital humain. Donc, direction associée ont voulu une démarche RSE qui leur est soit imposée
parce qu'ils ont des donneurs d'ordre qui eux-mêmes sont engagés vis-à-vis de leurs clients dans des démarches RSE, ou alors qu'ils ont souhaité avoir parce que c'est un élément différenciant pour l'activité de leur entreprise. En tout état de cause, la politique RSE se voit comme gagnant-gagnant. C'est un référentiel qui a pour objectif d'augmenter les bonnes pratiques, d'améliorer les bonnes pratiques dans l'entreprise. Et c'est pour cela que dans un dispositif de partage de valeur, on tiendra compte des critères clés de ce référentiel RSE dans l'entreprise. Justement, les critères clés de l'entreprise, quels sont-ils? On a vu qu'on a une masse de données. Masse de données, on va l'organiser notamment en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de critères financiers qui correspondent à la fois au contexte de l'entreprise et à la volonté du dirigeant. Et on va y adjoindre certains critères RSE à caractère social, plus spécifiquement, à caractère environnementaux. Tout dépend du plan que l'entreprise a choisi ou du plan que l'entreprise va mettre en place. Et on va prendre ainsi certains indicateurs à l'intérieur de ce référentiel qui vont venir constituer notre batterie de critères économiques, financiers, sociaux, RSE, que l'on utilisera dans un dispositif de partage de valeur. Ce dispositif partage de valeur, pour nous, il va être un marqueur fort de la séduction que l'employeur peut avoir en phase de recrutement ou pour fidéliser, motiver ses collaboratrices et ses collaborateurs. On s'est appuyé sur une étude assez récente de Randstad, donc la société d'intérim et d'outplacement bien connue, et ils ont défini 5 critères qui vont être des critères extrêmement attractifs pour une marque employeur. Premier d'entre eux, salaire et avantages. Donc, les dispositifs de partage de valeur se positionnent très clairement en périphérie du salaire. Je rappelle le principe de non-substitution qui est fondamental lors de la mise en place d'un dispositif de partage de valeur. Et on est en périphérie du salaire, on est sur le premier cercle autour du salaire avec ces dispositifs qui concourent donc à renforcer la marque employeur. Et ce qui nous intéresse chez nos clients, c'est effectivement de voir sur ces 5 items où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, la partie audit que l'on voyait il y a quelques minutes, et quelle peut être raisonnablement la situation cible vers laquelle nous souhaitons aller à 3 ans, à 5 ans, en fonction du dispositif d'épargne salariale, de partage de valeur qu'il a été choisi de déployer dans l'entreprise. Là, on a une réflexion qui a démarré par, en fait, la technique classique d'entonnoir, à partir des données comptables, des données sociales, des données RSE, du cadre de référence de l'entreprise, des volontés du dirigeant. On a tout ce qu'il faut pour rédiger notre lettre de mission et pouvoir ainsi conduire cette mission partage de valeur chez notre client. Donc là, le choix du cabinet sera, vais-je réaliser interprofession ou en sollicitant des compétences transverses présentes au sein du cabinet. L'avantage de ces dispositifs partage de valeur, c'est lorsqu'il faut effectivement les mettre en place, les faire évoluer et ensuite les appliquer, on est sur 2 types de missions. On est sur une mission ponctuelle, la mise en place ou l'évolution d'un existant, et puis on est sur une mission récurrente qui va être l'application du scénario que l'on a mis en place ou que l'on a fait évoluer. Donc le choix parmi les différents outils qui vont pouvoir être combinés les uns avec les autres, ce choix s'effectue avec les dispositifs existants, un dispositif un peu nouveau qui est passé largement sous les radars,
c'est le fameux intéressement de projet. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots, Bruno, sur cet intéressement de projet. Avec grand plaisir, effectivement. Donc, On rappellera juste, et je te laisse tout de suite la parole, que si on parle d'intéressement de projet, ça veut dire que simultanément ou auparavant, on a bien un accord d'intéressement qui couvre l'ensemble des bénéficiaires, soit d'un établissement, soit d'une entreprise. donc, je vais faire un focus effectivement sur cette formidable latitude que nous permet l'accord d'intéressement. L'accord d'intéressement, donc c'est un accord d'entreprise qui va permettre de mettre des critères d'atteinte d'objectifs. Donc, on va pouvoir faire des accords d'intéressement qui sécurisent complètement le budget de l'entreprise. Donc, je prends mon exemple. L'entreprise a réalisé chaque année 100 000 euros de bénéfices. Je vais fixer un bénéfice supérieur à 110 000 euros. Et je peux très bien dire que c'est la part qui excède ces 110 000 euros, les 10% qui excèdent les 110 000 euros, avec un maximum, par exemple, de 30 000 euros qui iront en enveloppe d'intéressement. Ça, c'est ce qu'on appelle un accord d'intéressement dit classique avec uniquement un critère quantitatif. On a aussi la possibilité de faire un intéressement par unité de travail. Donc, au sein de cet accord d'intéressement, on va pouvoir fixer effectivement une enveloppe d'intéressement qu'on va distribuer à l'ensemble des collaborateurs. Donc, je reprends mon exemple. Au-delà de 110 000 euros, je verse 200 euros forfaitaires à chacun des salariés. Et on va aussi pouvoir arriver à une spécialisation avec ces unités de travail. Donc, on va regrouper les collaborateurs qui ont la même fonction, le même poste au sein de l'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple qui va vous parler. Un cabinet d'expertise comptable. Donc, pourquoi pas prendre les missions de conseil, tout ce qui va gérer la partie plutôt opérationnelle. Donc, on fait deux grandes unités de travail. Et au sein de ces unités de travail, donc, on va mettre des objectifs différents et on va aussi pouvoir faire des enveloppes qui sont différentes. Donc déjà, vous voyez, on arrive à un niveau de personnalisation qui est nettement plus séduisant, plus pertinent pour nos clients. Et donc, la dernière brique qui est née et qui a de l'attrait, c'est l'intéressement de projet, donc depuis la loi Pacte. Anciennement, l'intéressement de projet devait être multi-employeur. Donc, on avait une difficulté, effectivement, de pouvoir déjà vouloir faire un intéressement au sein d'une entreprise, mais difficulté supplémentaire à réunir les entreprises au sein d'un unique projet. Dorénavant, désormais, on peut faire un intéressement de projet au sein d'une entreprise. Donc, on va pouvoir, notamment, si on le souhaite, pourquoi pas, au sein d'un cabinet d'expertise comptable, prendre comme critère la digitalisation, par exemple, d'une unité. Et l'avantage de cet intéressement de projet, c'est qu'on vient mettre une brique supplémentaire d'intéressement, mais on peut également nommer individuellement les personnes constituantes de ce projet. Donc, on arrive sur une individualisation de la prime d'intéressement avec le prérequis qu'évoquait Eric tout à l'heure, que l'ensemble des salariés soient équipés d'un accord d'intéressement dit classique pour pouvoir faire cet intéressement de projet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Eric, pour l'intéressement? Non, je crois que tu... Tu as été exhaustif, Bruno, sur cet intéressement de projet. N'hésitez pas à réagir avec des questions-réponses sur ce dispositif qui est franchement magique, hein, puisque, comme le disait Bruno, on choisit l'équipe projet, et puis dans l'équipe projet, eh bien, on va choisir si l'indicateur ou les indicateurs atteints. La prime sera de 5% de la rémunération annuelle brute ou 10% ou 15% dans la limite, bien entendu, du cumul intéressement socle plus intéressement de projet, de 20% de la masse salariale au titre collectif et puis de 75% du pass à titre individuel. Alors, dans la boîte à outils, qu'est-ce qui va être plus spécifiquement impacté par la loi Annie partage de la valeur? Alors, sur la participation, pour nous, une vraie avancée, une vraie opportunité sur les participations dans les entreprises de moins de 50 et qui serait à formule dérogatoire, c'est la fin de la clause d'équivalence.
Donc, cette fameuse clause d'équivalence qui est née en fait avec la participation obligatoire dans les entreprises de plus de 50, quand il y avait une formule dérogatoire, elle vise simplement à ce que les salariés bénéficient à minima du résultat qui est donné par l'application de la formule légale. Sur les entreprises de moins de 50, c'est fini. Ça veut donc dire que l'entreprise qui met en place une participation volontaire, donc effective de moins de 50, à formule dérogatoire, donc je ne suis pas sur la formule légale, elle a la certitude que contractuellement, elle ne versera jamais plus que ce qui est décidé dans son accord. Donc, pour respecter l'esprit de la participation, nous préconisons un accord dérogatoire du type participation égale 1% du résultat net comptable, 2,5% du résultat avant impôt ou 3% du résultat net comptable, peu importe. Ça permettra, si jamais il y a une volonté du dirigeant de donner plus que ce qui est défini contractuellement dans l'accord, d'utiliser le fameux supplément de participation, qui existe lui aussi pour l'intéressement. C'est l'article 2 de la loi du 30 décembre 2006, donc c'est quelque chose qui a déjà pas mal vécu et qui va permettre de manière unilatérale à un dirigeant, une fois qu'il a de la participation à verser, qu'il a versé cette participation, eh bien de dire ça ne suffit pas, j'en rajoute une louche. Donc, c'est extrêmement souple et ça a un avantage également par rapport à l'intéressement. C'est que si le besoin de l'entreprise est juste d'avoir un dispositif de partage de valeur qui permet de générer une prime une fois l'an, eh bien, dans la participation, je n'ai pas l'obligation d'avoir un caractère aléatoire de déclenchement, qui est une des caractéristiques de l'accord d'intéressement. La participation, elle dit, voilà, je mets en paiement 3% du résultat net comptable. Point. Et c'est aussi sécurisant, tant pour le cabinet que pour le client, de ne pas avoir à gérer ce caractère aléatoire quand finalement on veut un dispositif de partage de valeur extrêmement simple et qui va s'appliquer une fois l'an et qui n'a pas vocation à être animé tout au long de l'exercice. J'ajouterais effectivement, pareil, cette participation, elle est aussi précieuse, notamment dans les holdings. On a cette obligation d'aller équiper 2 tiers des effectifs d'un accord d'intéressement si on veut faire un accord d'intéressement au niveau de la holding, alors que cette participation, elle peut fonctionner de façon tout à fait indépendante, uniquement dans la holding, sans avoir l'obligation d'aller équiper l'ensemble des filles d'un accord de participation. Donc, c'est vrai qu'on l'utilise assez facilement, assez astucieusement, j'ai envie de dire. Et la fin de la clause d'équivalence, si la loi partage de la valeur passe en l'état, mon cher Eric, mais c'est ce qui devrait arriver, arrive au 1er janvier 2024. Donc, une souplesse supplémentaire. L'autre dispositif qui va être prorogé avec une exonération de cotisation sociale à minima patronale pour les entreprises, ce sera la prime Macron. Alors avec son nouveau nom, là depuis un an, la prime partage de valeur. Donc elle s'adressera toujours aux salariés non mandataires sociaux qui perçoivent moins de 3 SMIC sur une période de 12 mois, éventuellement proratisée s'ils ont une ancienneté inférieure à 12 mois. L'exonération serait jusqu'au 31/12/2026 et on permettrait 2 versements par an de cette fameuse PPV. Attention, les plafonds de 3 000 ou 6 000 ne doublent pas. C'est toujours les mêmes plafonds de 3 000 sans appliquer un accord d'intéressement ou de participation sur l'exercice fiscal où on verse la PPV, ou 6 000 si on en applique un, mais qu'on fasse 1 ou 2 versements, ce seraient les plafonds partagés pour chacun des versements. Et puis apparaîtrait, en fonction des consultations qu'il y a eu cet été du Conseil constitutionnel, une notion de PPV disponible, à l'instar de la participation disponible ou de l'intéressement disponible, et une PPV épargnée. Et donc la PPV épargnée, elle pourrait apporter comme avantage à son bénéficiaire l'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, pour la PPV, jusqu'au 31 décembre 2023, il n'y a rien de changé, il n'y a rien sur la PPV, pas de charge patronale, pas de charge salariale, il n'y a même pas de CSG-CRDS, et il n'y a pas d'impôt sur le revenu, qu'elle soit perçue immédiatement ou qu'elle soit reversée sur un plan d'épargne. C'est vraiment à compter du 1er janvier 2024 que les choses vont changer, mais là encore,
on a besoin de savoir de quel côté finalement va retomber la tartine étant le projet de loi ANI-PPV à l'issue de son parcours chez nos sénateurs. Dans la gestion financière des plans d'épargne, on en parlait quand on évoquait ensemble les dimensions RSE et qu'on pouvait avoir très simplement dans le choix des dispositifs d'épargne financière, on va avoir une exigence beaucoup plus forte et qui sera réglementaire de proposer aux épargnants, dès le plan d'épargne à 5 ans, des fonds Greenfin, c'est-à-dire des fonds qui contribuent activement au financement de la transition énergétique. L'entrée en vigueur est très très proche à l'aune des dispositifs d'épargne salariale, puisque c'est pour le 1er juillet 2024. Plusieurs opérateurs gestionnaires d'épargne salariale sont d'ores et déjà opérationnels. C'est le cas pour RS. Il convient néanmoins, par rapport à cette dimension-là, de vérifier quels sont les fonds proposés, notamment après l'entrée en vigueur de l'obligation. Du coup, Bruno, je te laisse nous caractériser quelles sont les cibles les plus réceptives selon notre expérience et celle de nos partenaires, tant experts comptables que partenaires inscrits à l'ORIAS. Écoute, je t'invite à afficher la cible. Eh bien, la voici, Pour en Bruno. parler. Aussitôt demandé, aussitôt affiché. Exactement. Donc effectivement, nous avons fait un cœur de cible. Donc ça, je vous invite à exploiter votre data, notamment dans les entreprises familiales. Entreprises familiales ont une volonté de distribuer et d'aller, j'ai envie de dire, optimiser les rémunérations. Donc, en termes d'outils, on pourra parler d'abondement, d'intéressement, de participation, voire de prime partage de la valeur en complément de ces dispositifs qu'on aura mis en œuvre. On le rappelle, abondement, intéressement et participation, ça peut représenter plus de 76 000 euros par an et par personne. J'ai l'habitude de me projeter sur un horizon de 10 ans, donc on arrive sur des montants assez sympas. Exonération de forfait social et également, c'est une charge de personnel. Pour les holdings, on le disait tout à l'heure, donc abondement plus participation, car on a cette contrainte au niveau de l'intéressement. Pour les TPE, les PME, on va généralement privilégier un abondement, car on aura notamment la possibilité de faire un abondement ciblé en fonction de l'ancienneté pour récompenser les collaborateurs qui accompagnent l'entreprise depuis un certain temps. Et enfin, on sera aussi en capacité de vous accompagner sur des audits de solutions existantes, notamment avec un audit financier, un audit juridique et un audit tarifaire. Nous avons cette faculté de pouvoir vous accompagner donc sur la partie assurantielle avec le PEROB, le PERO, et on a aussi la possibilité de vous accompagner sur les dispositifs d'épargne salariale, voire depuis peu sur des dispositifs ciblés dirigeants, voire cadres dirigeants, avec la possibilité de mettre en œuvre un dispositif à prestation définie issu de la loi Pacte. Et donc pour les plus de 50 salariés, la participation étant obligatoire, on va aussi vous aider à valoriser toute cette démarche auprès de vos clients. Donc voilà, sur quelques, j'ai envie de dire, cibles à privilégier, nous avons un diagnostic qui est plutôt établi. Parfait, Bruno. Eh bien, regardons maintenant ce que ça peut donner concrètement dans des entreprises. Donc, nous avons pris des cas réels que nous avons anonymisés, bien entendu. Le premier cas, c'est une plus de 50. C'est du transport routier de marchandises. Donc, c'est un transporteur qui est sur le Grand Sud-Ouest, qui fait essentiellement de la traction entre les entrepôts des fournisseurs des plateformes Internet. Inutile de vous dire que pendant les périodes Covid, il a connu une forte croissance de son activité et avec un effet de ciseau, c'est qu'il manque de chauffeurs. Et il faut donc qu'il soit très attractif à la fois pour recruter et pour fidéliser ses chauffeurs. Donc, on a un volet RH avec les RH auprès de centres de formation
avec des primes de parrainage et de tutorat. Comme le disait tout à l'heure Bruno, avec un exemple sur les cabinets d'expertise comptable, nous avons eu recours aux unités de travail avec une distinction hyper simple hein, sur l'unité de travail, c'est le personnel non roulant et le personnel roulant. Et nous avons fait un intéressement chapeau à la participation pour bien maîtriser le budget global de ce dispositif de partage de la valeur. Enfin, il a semblé pertinent par rapport à une volonté de la direction de pouvoir récompenser notamment les chauffeurs qui sont investis depuis plus de 2-3 ans dans l'entreprise, qui sont présents aussi à l'effectif de l'entreprise quand on met en paiement l'intéressement, de pouvoir leur permettre d'accéder sur le plan d'épargne à 5 ans à un abondement. Et donc, on a tout simplement fait un abondement à l'ancienneté où, eh bien, en fonction de l'ancienneté acquise au jour du versement de l'intéressement par l'entreprise, le bénéficiaire, s'il verse une partie de son intéressement sur le plan d'épargne, eh bien, il pourra avoir un montant maximum d'abondement qui pourra être très, très différent suivant son ancienneté, moins d'1 an, entre 1 et 3 ans et plus de 3 ans. Indicateur RSE, donc bien entendu, il y a un plan RSE, bien entendu, on est sur les consommations de gazole par tonne kilomètre compte tenu des longues distances qui sont faites, et puis surtout l'impact sociétal, hein, les infractions code de la route et l'accidentologie. Donc voilà ce qui est mesuré et ce qui va venir impacter à la hausse comme à la baisse, voire à la très forte baisse, l'intéressement sur l'unité de travail du personnel roulant. Donc, le dispositif mis en place donc, pour maîtriser les enveloppes budgétaires, on a fait un intéressement chapeau à la participation et en plus, on a plafonné l'intéressement à 10% du RCAI. Donc, comme ça, il est totalement maîtrisé. On a mis un intéressement de projet sur les cadres clés qui est fondé sur l'augmentation de l'EBE et l'atteinte des objectifs RSE. Et effectivement, eux, ils ont jusqu'à 10% de leur salaire si on atteint les objectifs de l'intéressement de projet. L'abondement, donc, finalement, il n'a été fléché que vers le plan d'épargne retraite entreprise pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup de chauffeurs ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Et le cas de déblocage anticipé, acquisition de la résidence principale, est admis à l'intérieur du plan d'épargne retraite et semble assez pertinent depuis 18 mois compte tenu de la hausse des taux et de la problématique du taux de l'usure. Et c'est quelque chose, ce plan d'épargne retraite entreprise, qui ne permet pas de débloquer ses avoirs quand on quitte l'entreprise. Et dans cette entreprise familiale, c'est quelque chose qui est plutôt bien vécu par le dirigeant. Savoir que si un salarié part, il ne peut pas débloquer son épargne salariale, c'était plutôt un plus. Donc, c'est ce qui nous a fait choisir l'abondement sur le seul plan d'épargne retraite entreprise. Et puis après, on s'est occupé de la holding. Donc, la holding, évidemment, elle est animatrice, elle est active, elle est en intégration fiscale. Elle a donc un résultat fiscal qui est très nettement inférieur à 5% de ses fonds propres. Donc, la formule légale de participation donne 0, voire est négative. Dans ce cas-là, la seule solution de pouvoir distribuer quelque chose sur la holding au titre de la participation, sans être embêté par les 20% de la masse salariale, eh bien, c'est un accord de participation volontaire à formule dérogatoire qui a été mis en place dans les délais. Le plan d'épargne sur la holding est un plan d'épargne RS avec ce qu'on appelle des parts H. C'est une innovation que nous avons depuis quelques années déjà. C'est tout simplement un avantage social, patrimonial qui est donné aux bénéficiaires de ces plans d'épargne, au lieu que ce soit l'épargnant qui soit ponctionné sur la performance de son épargne des frais de gestion des fonds qu'il a choisis, eh bien, c'est l'entreprise qui va être facturée comme des frais financiers, des frais de gestion des fonds qui ont été choisis par les épargnants sous contrat de travail ou avec un mandat social avec l'entreprise. Donc, ça permet d'avoir une surperformance, en fait. Un point, mon cher Eric. Effectivement, Oui. tu parles d'accord d'intéressement chapeau à la participation. Je vais me permettre de revenir rapidement sur cette notion Oui. Afin effectivement de ne pas cumuler un budget intéressement plus un budget participation. Nous avons la possibilité
d'intégrer au sein de la formule de calcul de l'intéressement faire une déduction du montant versé au titre de la participation. Je prends mon exemple. Je plafonne mon intéressement à 100 000 euros. Ma participation a déclenché un montant de 50 000 euros. Donc, je vais intégrer dans ma formule d'intéressement ces 50 000 euros, ce qui veut dire que l'intéressement va être plafonné au maximum à 50 000 euros. Je fais le rapport inverse. Ma participation a déclenché un montant de 120 000 euros. Je me suis mis comme montant maximum d'intéressement 100 000 euros. Donc, on aura un intéressement à zéro car la participation a déjà excédé le montant d'intéressement qui souhaitait être versé. Donc, on a aussi ces facultés d'être habilement conseil pour l'entreprise pour éviter d'avoir à additionner des budgets. Merci de cette précision, Bruno. Donc, Bruno vous a parfaitement caractérisé le fonctionnement de l'intéressement chapeau à la participation. Donc, voilà sur ce petit groupe ce qui a été fait en termes de dispositif de partage de valeur. Allons maintenant vers une structure beaucoup plus modeste en termes d'effectifs, puisqu'il s'agit de la cellule d'ophtalmologie du docteur Sidonie Lepetit, donc qui est dans la région bordelaise, 2 salariés, donc nettement inférieurs à 11, hein, aucune obligation de représentation des salariés. Donc ça, de ce côté-là, on est tranquille. Une préoccupation quand même, c'est que sur ce bassin d'emploi de la région bordelaise, les assistantes compétentes pour des cellales médicales, ça a de la valeur. Et quand on en a une, on préfère plutôt la garder que d'avoir à en recruter une nouvelle avec tout l'aléa du recrutement, avec les budgets que représente l'intégration d'un nouveau collab dans la structure, de la renta dans cette cellule d'ophtalmologie, et puis surtout monsieur qui exerce un emploi réel dans le cabinet de son épouse. Donc la volonté de la direction, c'est bien entendu fidéliser, de l'ordre de 2 à 4 000 euros par an pour l'assistante. Faire de l'épargne retraite optimisée socialement et fiscalement, en fait, Sidonie a été très fortement sensibilisée par l'un de vos confrères sur la priorité de l'utilisation des outils pour se constituer une épargne retraite. En clair, 154 bis, certes, c'est individuel, mais on n'oubliera jamais que c'est soumis à cotisation sociale lors du versement et que quand les sommes seront décumulées, par exemple à l'occasion de l'atteinte de l'âge légal de départ en retraite ou la liquidation d'au moins un régime général de retraite par répartition, ces sommes qui ont été versées les années auparavant seront assujetties à impôt sur le revenu et à un taux, une tranche marginale d'impôt sur le revenu qui sera celle en vigueur quand ce sera décumulé. 5-10 ans, on imagine que le barème va peu ou prou rester à peu près le même. Compte tenu de l'endettement de notre cher pays, si on se projette à 20 ou 25 ans, il y a quand même un fort aléa sur le barème progressif de l'impôt dans 20-25 ans. Donc, avec des dispositifs d'épargne salariale, ce dont on est sûr, à concurrence des plafonds individuels bien sûr, c'est que lors du versement, hormis CSG-CRDS, il n'y a rien, hein. Donc 41% de charges sociales sur du 154 bis au versement versus 30 si on tient compte des 9,7 de CSG-CRDS en épargne salariale. Ça, c'est pour la partie versement. Pour la partie retrait, le retrait en capital de l'épargne salariale, l'impôt sur le revenu, c'est zéro. Le retrait de l'épargne 154 bis, on rappelle que c'est soumis au barème progressif de l'impôt de l'année du retrait de l'épargnant. Donc voilà à quoi elle a été fortement sensibilisée, Sidonie, par votre confrère. Donc qu'est-ce qui a été mis en place? On a utilisé un PEI, donc un plan à 5 ans qui intègre un accord de participation volontaire, c'est ce que permet l'article du Code du travail qui est mentionné sur la diapositive. On a bien entendu un plan d'épargne retraite d'entreprise. On le déclenche au prorata du temps de présence parce que c'est ce qui est le plus avantageux pour monsieur, madame d'un côté versus l'assistante de l'autre. Et puis, les années où on pourrait avoir un montant de participation qui n'est pas tout à fait au niveau de ce qu'attend Sidonie, on pourra utiliser du supplément de
participation. Donc voilà la solution mise en place. Là encore, comme on a monsieur, madame qui vont être les principaux épargnants versus l'assistante, ben, on a choisi un plan d'épargne avec les fameuses parts H, puisque c'est l'autre utilisation aussi de ces plans d'épargne avec des parts H. C'est une utilisation très patrimoniale quand les principaux bénéficiaires sont les mandataires sociaux ou le cercle très très proche du mandataire social. Du coup, mon cher Bruno, comment RS et quelles sont les offres qu'RS met à disposition des entreprises, des cabinets d'expertise comptable pour construire des scénarios de partage de valeur optimisés? Alors, j'ai envie de dire, nous avons une approche orientée client, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le besoin qui est important. Deux offres packagées, packagées dans le sens où c'est nous qui avons notamment des modèles d'accord d'intéressement, des modèles d'accord de participation qui sont à votre disposition. Le but étant pour vous de pouvoir facturer des honoraires de mission, de rédaction et de conseil sur la base d'accords que l'on met à jour, j'ai envie de dire, au quotidien avec les retours que l'on a des administrations, notamment des URSSAF dorénavant qui sont eux derrière pour, j'ai envie de dire, attester du caractère aléatoire notamment et de la bonne conformité des accords d'entreprise. Très important. Ensuite, nous avons deux offres packagées de plans d'épargne salariale. Tu es venu tout à l'heure sur RS Sélection. RS Sélection, notamment, intègre en son sein, dans son plan d'épargne interentreprise, et je crois que tu as prévu tout à l'heure une petite animation sur le sujet, un accord de participation. Donc, on va revenir dessus plus en détail. L'avantage de ces deux offres, pourquoi deux offres? Nous avons une offre patrimoniale, RS Sélection, dans laquelle on va retrouver plus de 60 FCPE en architecture ouverte. Nous avons notamment créé récemment un fonds de private equity au niveau du PER collectif. Nous avons des ETF, nous avons des fonds très reconnus de la place, type Carmignac, ainsi de suite. Trois règles d'abondement possibles. La possibilité de débrancher les versements sur un trimestre donné. Donc, on est vraiment sur une offre très sur mesure qu'on va pouvoir adresser à son client. C'est nous qui rédigeons les règlements. On fait j'ai envie de dire, une application smartphone. On va la mettre à jour chaque année avec les nouvelles évolutions réglementaires. Votre client signe un contrat avec RS et il a toujours son règlement qui est à jour. Donc ça, c'est pour RS Sélection. RS Conviction offre PME ETI. Donc là, on a resserré la gamme de fonds à une dizaine de fonds. Nous avons privilégié les investissements socialement responsables. Tout est en dématérialisé. RS Sélection peut également l'être. Mais là, vous avez en plus une offre qui est très compétitive. Enfin, nous avons également la possibilité de vous accompagner sur les offres retraite individuelle avec les deux périns individuels pour lesquels nous travaillons, avec notamment comme assureur Swiss Life et Spirical. On est bien sur des offres avec RS, le PER catégoriel, le PEROB, le PERO également, de lequel nous disposons. Et enfin, le nouvel article 39, régime à prestations définies, pour lequel maintenant l'acquisition des droits se fait au fil de l'eau. Nous n'avons plus cette contrainte de terminer sa carrière au sein de l'entreprise pour acquérir ses droits. Et donc, ce nouvel article 39, il est très précieux. Il permet d'aller sur la carrière, de réunir 30% de ses revenus qu'on va avoir en rente et la fiscalité en matière de phase d'activité, il y a zéro fiscalité et c'est l'entreprise qui va pouvoir financer l'ensemble du dispositif. Enfin, j'ai envie de dire, the last but not the least, l'expertise de nos équipes. Donc, nous sommes à votre disposition pour vous former, vous accompagner, analyser les dossiers pour que votre conseil soit valorisé auprès de votre client. Merci Bruno. Super, il est 15h26, comme tu le disais. Pardon? On n'est pas mauvais. Oui. Juste un focus sur le L3333-5. Depuis octobre 2017, RS propose à l'intérieur de son PI un accord de participation prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ça veut dire qu'il a déjà été déposé auprès de l'administration, que bien entendu, depuis 2017, les différentes générations de plans d'épargne RS Sélection, il est parfaitement homologué par l'administration. C'est l'entreprise qui choisit de manière unilatérale d'appliquer sur sa dernière clôture fiscale
7 accords de participation volontaire, donc entreprise de moins de 50 salariés, à formule légale, avec le choix d'une répartition individuelle qui sera soit au prorata de la rémunération annuelle brute, soit au temps de présence. L'énorme avantage de ce dispositif, c'est que chaque exercice, l'entreprise va choisir de l'appliquer ou non, puisque c'est de la participation volontaire. Elle n'est pas embarquée comme lors de la rédaction de l'adoption de son propre accord de participation à durée déterminée, sur une application minimum pendant 2 exercices ou 3 exercices. Donc ça, c'est la véritable souplesse d'avoir inclus, d'avoir encapsulé à l'intérieur du règlement de plan d'épargne interentreprise RS Sélection, aujourd'hui la variante 12, la version 12 de ce plan d'épargne RS Sélection, cet accord de participation volontaire à formule légale et avec le choix de la répartition individuelle, prorata REM ou prorata temps de présence. Notre équipe en région, c'est pas un vain mot. RS a fortement investi. Souvenons-nous, il y a quelques années, Bruno, nous étions respectivement les 5e et 7e directeurs régionaux d'RS. Aujourd'hui, l'équipe est bien étoffée, présente en région, donc capable de pouvoir échanger avec vous sur toute problématique que vous pourriez avoir sur le partage de la valeur. Capable aussi de venir conduire des formations avec les modules notamment du club social, d'une durée d'1h30 environ, au sein du cabinet lors des périodes hebdomadaires ou mensuelles de formation que vous pouvez avoir auprès de vos équipes au sein du cabinet. Nous serons présents au Congrès de l'Ordre la semaine prochaine sur le stand R35. Si vous allez au Congrès de Montpellier, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire participer à notre challenge Expert Partage de la Valeur avec 3 lots. De manière non intrusive, vous pouvez continuer à nous suivre avec toute l'actualité qui va arriver sur le projet de loi ANI Partage de la Valeur, soit en vous abonnant à la page LinkedIn RS Group, au compte de Bruno si vous êtes plutôt sur Île-de-France, ou si vous préférez la barbe de Bruno à mon visage imberbe. Vous choisissez lequel de l'interlocuteur RS qui vous est proposé, auquel vous voulez vous abonner. Et puis toujours des vidéos régulières sur le blog RS Partage du Profit et Retraite. Ça nous semble être le meilleur moyen pour que vous puissiez, à discrétion, accéder à l'information qui vous semble pertinente sur ces dispositifs de partage de valeur. Les mentions légales, parce que c'est une obligation. Et il nous reste, Bruno et moi, à vous remercier. Il est, Bruno, 15h30. Donc, si vous avez quelques questions sur le question-réponse, le chat, n'hésitez pas. On reste encore quelques minutes, Bruno et moi, à votre disposition. À 7h, nous avons répondu à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Que leur auteur se soit identifié ou qu'il ait choisi de rester anonyme. Nous demeurons avec Bruno à votre disposition encore pendant quelques minutes. Un grand merci à vous toutes et vous tous d'avoir choisi de passer cette heure avec nous en notre compagnie sur cette thématique. Nous vous proposerons un webinaire dédié à la profession expert comptable lorsque la loi partage de valeur sera promulguée. Donc, n'hésitez pas à suivre RS sur les réseaux sociaux. Vous en serez informés. Merci Bruno d'avoir co-animé avec moi ce webinaire. Mon cher Eric, écoute, c'est un plaisir que de partager toute cette expérience d'expertise avec le monde du chiffre. Merci à toi. Nous vous invitons effectivement à nous joindre et à nous rejoindre, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux et surtout, passez nous voir dans les différents salons sur lesquels nous sommes présents. J'ai envie de vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée et vive le partage du profit. Merci Bruno, excellente fin de journée à vous toutes et vous tous et à très bientôt. Au revoir.